L'écrivain français Serge Farnel présente Bisesero, le ghetto de Varsovie rwandais. Le récit tiré de centaines de témoignages. Nous allons effectuer une plongée au cœur des événements qui eurent lieu au cours du printemps 1994 dans une toute petite région du monde, la région de Bisesero. Elle se situe dans l'Afrique des Grands Lacs, dans l'ouest du Rwanda. Ce printemps fut celui d'un génocide, le dernier du XXe siècle. Il visa la composante Tutsi de la population rwandaise. Bisesero en a constitué l'ultime poche de résistance civile. La vérité traverse l'épreuve du feu sans se consumer. Ukuri guca mu ziko ntigushya. Ukuri guca mu ziko ntigushya. La vérité traverse l'épreuve du feu sans se consumer. Ukuri guca mu ziko ntigushye. Cette région a été l'objet d'un des massacres les plus importants, si ce n'est le plus important, entrepris au cours des 3 mois de la dite entreprise génocidaire, avec près de 40 000 civils tués au cours de la seule journée du 13 mai 1994. Mais ce massacre, pour efficace qu'il fût, ne le fut pas au point d'éradiquer l'ensemble des Tutsis réfugiés dans la région. Les tentatives de les exterminer jusqu'au dernier, au cours des 6 semaines qui suivirent la journée du 13 mai, se révélèrent en effet infructueuses. Or, c'est parce qu'il est resté suffisamment de rescapés que ce livre peut aujourd'hui voir le jour, brisant in extremis l'exécution du plan génocidaire dans son ensemble, qui prévoyait qu'aucun survivant ne fût en mesure de témoigner de ce qu'il avait vu. Outre qu'il occupe une place singulière dans l'histoire du génocide perpétré à l'encontre des Tutsis du Rwanda, la particularité du génocide de Bisesero réside précisément dans le fait que suffisamment de témoins ont survécu pour nous permettre d'affiner l'image que nous en avons, au point de nous aider aujourd'hui à saisir, et c'est là le point essentiel, ce qu'à aucun prix nous n'aurions dû comprendre. C'est avec tous ces témoins que je vous propose maintenant de me suivre sur les collines rwandaises. Il nous faudra être partout et tout le temps. Nous aurons besoin de très nombreux témoins, Tutsis miraculés ou tueurs repentis, si l'on veut suivre avec précision le déroulement de ces événements, de tous ces événements, à la connaissance desquels notre opiniâtreté ainsi que notre acharnement à savoir peut nous donner accès, ce avant que l'histoire ne se dérobe, à mesure que la mémoire des uns et des autres naturellement se perd. Il y avait urgence à recueillir ces témoignages, afin de recomposer la grande histoire dont chacun des témoins ne saurait nous fournir qu'une seule pièce du puzzle, celle de sa propre histoire. Il y avait un devoir d'histoire à remplir. L'association African Rights l'a commencé, je l'ai poursuivi, puis ce fut au tour de Bruno Boudiguet. Ce livre résulte de ses travaux, longs et patients, ainsi que de toutes les autres contributions ici consignées. Cependant, avant d'entamer ce voyage, en compagnie de tous ces témoins, faisons un point sur ce que nous savons jusqu'à présent de ce génocide, ou plus exactement, sur ce que nous pensons en savoir. En 1959, 1963, 1964 et 1973, des pogroms visèrent la composante Tutsi de la population du Rwanda. Ces violences s'inscrivirent dans la continuité de ce qui avait alors été considéré comme la révolution sociale des Hutus. Il faut savoir qu'en 1994, la population du Rwanda était formée de 3 groupes, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Ce après que le colonisateur belge eut travesti les coutumes rwandaises en séparant artificiellement la population conformément à des critères empreints de théorie raciale. Une telle révolution s'inscrivit dans la stratégie des Belges de suspendre son alliance avec la minorité Tutsi désireuse d'indépendance. Ils se retournèrent vers les Hutus majoritaires. En 1973, Une fois le calme revenu, et après que le président Hutu Juvénal Habyarimana se fut emparé du pouvoir,
les Tutsis furent la cible de discrimination. S'ils ne l'avaient pas déjà fait pour fuir les exactions les visant, nombre d'entre eux durent s'exiler vers les pays frontaliers, Zaïre, Ouganda, Burundi et Tanzanie. Près de 40 ans plus tard, n'ayant pu obtenir de revenir chez eux par la voie amiable, ils tentèrent, le 1er octobre 1990, de revenir par la force au pays, dans le cadre d'un mouvement non ethniste, le Front patriotique rwandais, le FPR. Les troupes françaises portèrent alors secours au régime de leur allié rwandais Hutu Habyarimana. Ce fut l'opération Noroi, au cours de laquelle les soldats français formèrent les futures milices génocidaires, les Interamwe. 3 ans plus tard fut signé à Arusha, en Tanzanie, un accord de paix conformément auquel les soldats français devaient, le 15 décembre 1993, se retirer du Rwanda pour laisser la place aux casques bleus. Le 6 avril 1994, l'avion présidentiel fut abattu en plein vol. Le président trouva la mort. Quelques minutes après, le commandant français Grégoire de Saint-Quentin, qui conseillait à Kigali le bataillon paracommando dans le camp de Kanombe, obtint un passe-droit pour se rendre sur le lieu du crash, alors que la mission locale des Nations Unies s'en était vue refuser l'accès. De Saint-Quentin s'y rendit avec le major rwandais Ntabakuzi, qui, de retour au camp de Kanombe, donna le feu vert aux escadrons de la mort pour qu'ils démarrent les massacres au prétexte de venger l'assassinat de leur président. Il venait là de déclencher la première phase du génocide succédant à l'attentat. Nombre de Rwandais influents, dont les noms avaient préalablement été inscrits sur des listes, furent assassinés. Acteurs principaux de la deuxième phase, les escadrons de la mort avaient été constitués à partir des effectifs des commandos de recherche et d'action en profondeur, dont le recrutement avait été effectué au sein de l'armée rwandaise par des soldats français. Ils tuèrent les Tutsis ainsi que les Hutus susceptibles de s'opposer au gouvernement putschiste génocidaire. C'est dans ce cadre qu'Agathe Uwilingiyimana, Premier ministre de transition dans le cadre des accords de paix d'Arusha, fut tué, tandis que 10 casques bleus belges durent se rendre, après quoi ils furent emmenés dans le cachot du camp Kigali, où résidaient alors des soldats français. Ils y furent tués. Le scénario du génocide à l'encontre des Tutsis a ainsi inclus la mise en déroute de la mission locale des Nations Unies dont le chef militaire, Roméo Dallaire, avait été informé en janvier 1994 de ce que les génocidaires prévoyaient d'assassiner des casques bleus belges aux fins de faire fuir leurs collègues. L'assassinat de 10 d'entre eux parvint, conformément à ce plan, à provoquer la fuite de l'essentiel de la mission onusienne. Les cadavres des politiciens et autres personnalités exécutés au cours de la nuit de l'attentat furent le lendemain progressivement amenés à la morgue de Kanombe, afin que les tueurs s'assurent que tous étaient bien morts. Lorsque les cadavres finirent par se trouver en trop grand nombre, un véhicule les chargea dans un camion-benne, puis alla les déverser dans une grande fosse. C'est dans un deuxième temps que commença le massacre des Tutsis rwandais, que certaines radios avaient aussitôt accusé d'avoir été les organisateurs de l'assassinat du président Habyarimana. Dans l'ouest du Rwanda, représentants des autorités locales, hommes d'affaires et intellectuels, emboîtèrent le pas à ces accusations en allant à la rencontre des Hutus afin d'entretenir cette rumeur et obtenir d'eux qu'ils exterminent les Tutsis avant que ce ne soient ces derniers qui, selon un prétendu plan, ne le fassent. Ainsi, à l'issue notamment de réunions, la population Hutu commença à envisager l'acte de tuer. Le plan impliquait, concomitamment, d'amener l'opinion à penser que l'on avait affaire à une colère populaire spontanée, une lutte tribale. Or, il n'en était rien. Il s'agissait d'un génocide. Et qui dit génocide, dit planification. Le dit plan, incluant
précisément de tromper l'opinion, censée ne pas percevoir de génocide. Pour ce faire, ces planificateurs, obtenant d'une partie suffisamment grande de la population Hutu qu'elle y participe directement, se devaient de diluer son mécanisme dans l'océan formé par ce qu'il convient aujourd'hui de nommer les petites mains du génocide. Il fait aujourd'hui peu de doute que ceux qui le planifièrent sont ceux-là même qui commirent l'attentat. Deux événements bien distincts qu'ils auront déclenchés l'un après l'autre, tout en faisant en sorte que le second ne soit perçu que comme la conséquence directe du premier. Dit autrement, l'attentat n'aura été que le signal de lancement d'un putsch et d'un génocide soigneusement préparé en amont. L'assassinat du Premier ministre venait confirmer le putsch qui avait débuté avec celui du président. Au lendemain de ce nouvel assassinat, c'est notamment au sein de l'ambassade de France que fut formé le gouvernement intérimaire rwandais, celui qui commençait déjà à mettre en œuvre le génocide à l'encontre des Tutsis. Ce même jour fut déployée au Rwanda l'opération française Amaryllis, opération d'évacuation des ressortissants occidentaux. Le compte-rendu de cette opération indique que les soldats français avaient reçu l'ordre de Paris de ne pas intervenir pour, je cite, faire cesser les massacres dont ils étaient les témoins proches. Les soldats français de l'opération Amaryllis quittèrent le Rwanda le 14 avril. Il n'y eut à compter de cette date, au cours des semaines de génocide qui allaient suivre, et jusqu'au retour des troupes françaises dans le cadre d'une mission officiellement humanitaire, dite Opération Turquoise, aucun soldat français dans le pays des 1000 collines. Cela, c'est tout au moins pour la version officielle, qui ne manque pas de fonder la non-implication des soldats français dans le génocide sur leur absence présumée au Rwanda, tandis qu'il s'est déroulé. Or, selon l'aveu même de chefs militaires, des soldats de l'Hexagone s'y trouvaient au cours de cette période. À cela s'ajoutent de nombreux témoignages confirmant cette présence. Le 15 mai 1994, au lendemain du grand massacre de Bicécéro, dernière poche de résistance civile au génocide, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, affirma publiquement que les Tutsis au Rwanda étaient victimes d'un génocide, justifiant de la sorte le déclenchement d'une opération présentée comme humanitaire mais dont le but n'était autre que de tenter de secourir les forces armées rwandaises alors en déroute devant l'avancée du Front patriotique rwandais. C'est à partir du 22 juin que fut déployée au Rwanda la prétendue opération humanitaire. Mandatée par les Nations Unies, l'opération Turquoise devait officiellement porter secours à l'ensemble des civils en danger, quand bien même le génocide ne visait que la composante Tutsi de la population. Le 27 juin, un convoi de militaires et de journalistes français rencontrèrent les derniers Tutsis survivants de Bicécéro, notamment rescapés du grand massacre du 13 mai. Les soldats de Turquoise leur annoncèrent ne pas être en mesure de leur venir en aide sur le moment et les invitèrent à patienter quelques jours encore, le temps que les militaires français organisent leur secours. Mais voilà, en s'approchant du convoi, ces Tutsis venaient de se découvrir devant leurs génocidaires qui n'avaient pas imaginé qu'il en restait autant. Et comme si cela ne suffisait pas, les militaires français raccompagnèrent le guide Hutu dans son village et le remirent en liberté. Or ce guide venait, devant les Français, d'être dénoncé par les rescapés du génocide comme un des principaux chefs miliciens génocidaires de la région. Comme il fallait s'y attendre, le chef de milice informa aussitôt sa hiérarchie de la présence de très nombreux survivants Tutsis sur les collines de Bicécéro, de l'endroit où ils se cachaient, ainsi que du délai de 3 jours que les soldats français leur avaient dit être nécessaire avant de pouvoir les sauver. Ces 3 jours furent l'occasion pour les génocidaires de faire comme le 13 mai, appel aux miliciens d'autres régions que celle de Bicécéro afin d'organiser un rassemblement d'une ampleur jamais atteinte depuis celui qui avait eu lieu un mois et demi plus tôt au même endroit. Le massacre qui s'ensuivit se solda par l'extension de près d'1 millier de Tutsis supplémentaires.
Avant de nous rendre en cet endroit et à cette époque avec nos témoins, commençons par présenter les grandes figures parmi les génocidaires de la région. Cette présentation épouse l'organisation administrative de la préfecture dans laquelle se trouve Bisesero. En 1994, année au cours de laquelle ont lieu les événements décrits ici. Le territoire du Rwanda est encore découpé en 12 préfectures, chacune d'entre elles étant composée de communes. À leur tour, les communes sont constituées d'un ensemble de secteurs, chacun d'eux étant enfin morcelé en ce qui constitue la plus petite entité administrative de l'époque, la cellule. Bisesero se trouve dans la préfecture de Kibuye. Cette préfecture compte 9 communes, Gishita, Gisovu et Gitezi étant celles au sein desquelles se déroule l'essentiel de ce récit. La région de Bisesero est presque totalement incluse dans la commune de Gishita. Elle empiète toutefois légèrement sur celle de Gisovu. Située à l'ouest du pays, la préfecture de Kibuye est bordée par le lac Kivu, ce dernier faisant office de frontière avec le Grand Zaïre. Le chef-lieu de la préfecture de Kibuye se trouve, lui, dans la commune de Gitezi. Il s'agit de la petite ville de Kibuye. La préfecture de Kibuye est parmi les préfectures du Rwanda celle qui rassemble le plus grand nombre de Tutsis. Ainsi, si ces derniers ne représentent qu'un peu plus de 10% de la population rwandaise, le reste de cette population étant essentiellement composée de Hutus, ils constituent près de 20% de celle de cette préfecture, dépassant même le tiers de la population dans les communes de Gishita et de Gitezi. Le nom des chefs locaux génocidaires reviendront très fréquemment dans ce récit. Chacun d'entre eux va, entre guillemets, c'est une expression utilisée par les génocidaires, travailler dans la commune, le secteur ou encore la cellule dont il a la responsabilité. Rien ne les empêchera toutefois d'avoir de temps à autre à participer à des attaques génocidaires massives lorsque, organisées à des niveaux supérieurs, elles nécessiteront la participation du plus grand nombre et parfois même de petites mains venues d'autres préfectures que celle de Kibuye. Cette présentation commence évidemment par celui qui est à la tête de la hiérarchie locale, le préfet de Kibuye. Il s'agit de Clément Kayishema, dont la position de préfet lui permet de contrôler aussi bien les bourgmestres des communes de sa préfecture que l'ensemble des forces de l'ordre qui prendront part au grand massacre. Clément Kayishema a 40 ans au moment du génocide. Il naquit dans la préfecture de Kibuye au sein d'une famille Hutu dont le père fut enseignant puis juge, tandis que sa mère et ses 7 frères et sœurs étaient cultivateurs. Il fit des études de médecine à Butare, la deuxième ville du Rwanda, après quoi il pratiqua aussi bien la chirurgie que la médecine générale qu'il commença à exercer en Ouganda dans un camp de réfugiés. Il fut ensuite nommé directeur d'un hôpital, poste qu'il occupa pendant 5 ans, avant d'être affecté à celui de Kibuye. C'est en 1992 qu'il fut nommé préfet par Juvenal Habyarimana. Intéressons-nous maintenant à la commune de Gishita, une des 9 qui composent la préfecture de Kibuye. Elle occupe une place centrale dans notre récit. Ainsi que nous l'avons vu, elle contient en effet à elle seule la plus grande partie de la région de Bisesero. Charles Sikubwabo en est le bourgmestre. Il a alors une 50aine d'années. L'année précédente, il a quitté les forces armées rwandaises avec le grade d'adjudant-chef pour prendre en 1993 la fonction de bourgmestre de cette commune qui est celle de sa naissance. À sa cérémonie d'investiture étaient présents Kayishema ainsi qu'un certain Eliezer Nyetegeka, que nous ne manquerons pas également de citer régulièrement dans ce récit, car bien que ce dernier fût 3 jours à peine après l'attentat qui coûta la vie au président Habyarimana, nommé ministre de l'information du gouvernement intérimaire rwandais, c'est sur les collines de la préfecture de Kibuye qu'on allait surtout le trouver en train de charger les civils Tutsis. La région de Bisesero est, nous l'avons vu, à cheval entre les communes de Gishita et de Gisovu. 4 ans avant que ne démarre le génocide, c'est Alois Dimbati qui a été nommé bourgmestre de Gisovu, sa commune de naissance. Il est toujours à ce poste,
quand débute le génocide. Il a une quarantaine d'années. Citons également Augustin Carrara, qui est depuis peu bourgmestre de la commune de Guithézy. À l'époque des violences de 1973, il habitait au nord du pays, dans la préfecture de Gisenyi. Il y était alors élève au petit séminaire. Enfin, nous n'oublions pas la commune de Mabanza, située comme celle de Guithézy et de Gishita au bord du lac Kivu et dont le bourgmestre est Ignace Bagilishema. Parmi les policiers communaux que les bourgmestres ont le pouvoir de réquisitionner, il nous faut citer ceux que leur activisme génocidaire de tout instant nous fera retrouver fréquemment au cours de notre récit. Nous noterons pour la commune de Gishita les noms de Ruindura et de Sylvestre Ruigimba. Pour ce qui concerne la commune de Gisovu, ce sont les noms de deux policiers, Rokaza Nyambi et Sebaïré, qui retiendront notre attention. Juste en dessous du niveau de la commune, les secteurs sont sous la responsabilité de conseillers. Dans la commune de Gishita, les conseillers que nous serons souvent amenés à croiser au cours de ce récit sont principalement celui du secteur Gishita, Mikaeli Muimana, alias Mika, ainsi que celui du secteur Mubuga, Vincent Rutaganira. Né dans la commune de Gishita, Mika commence par y exercer le métier de commerçant. Il est ensuite élu au poste de conseiller municipal de Gishita, poste qu'il occupe toujours lorsque 6 ans plus tard, et alors qu'il a 34 ans, débute le génocide. Quant à Vincent Rutaganira, il est élu conseiller de son secteur de naissance, le secteur Mubuga de la commune de Gishita, en 1985. Il avait avant cela suivi une formation technique dans le domaine de la mécanique automobile, ainsi qu'une formation en médecine traditionnelle qui lui avait valu le titre de guérisseur herboriste. Une fois conseiller communal, il travaille à Mubuga en étroite collaboration avec sa femme, avec qui il a 9 enfants. Il a 50 ans quand commence le génocide à l'encontre des Tutsis. Et au-dessous des conseillers de secteur, il y a les responsables de cellules. Le policier Sylvestre Ruigimba de la commune de Gishita, que nous avons évoqué un peu plus tôt, est ainsi lui-même responsable d'une cellule. Il y a enfin, parmi les grands noms du génocide dans la préfecture de Kibuye, ceux qui ne prennent pas place dans la hiérarchie administrative proprement dite, mais dont la position dans l'industrie, le commerce ou plus généralement les affaires les rend incontournables. 2 personnes retiendront notre attention du fait qu'ils feront montre, tout au long des 3 mois du génocide, d'un activisme criminel sans pareil. Il y a d'abord Alfred Moussema. Lui n'est pas originaire de la préfecture de Kibuye, mais de celle de Boutaré. Après avoir effectué ses études en Belgique à la faculté des sciences agronomiques, de laquelle il obtient son diplôme en 1974, il se marie 1 an plus tard avec une femme également originaire de Boutaré. De leur mariage naissent 3 enfants. C'est au ministère rwandais de l'Agriculture et de l'Élevage que Moussema démarre sa carrière. Il travaille alors en coopération avec un organisme français, l'Orstom. Pendant ce temps, à Gisovu, une usine à thé se construit. Il s'agit d'une entreprise publique. Et alors qu'en 1984, elle commence à peine à produire, Moussema en est nommé directeur. L'usine parvient rapidement à atteindre la production d'usines à thé plus anciennes, devenant même en 1993 l'une des plus importantes installations de ce type au Rwanda. En dépit de ses activités industrielles, Moussema n'en garde pas moins des connexions, aussi bien avec sa préfecture de naissance, la préfecture de Byumba, dont il est membre du conseil préfectoral, qu'avec celle de Boutaré, dont il est membre du comité technique. Il a 45 ans quand démarre le génocide. Voici maintenant Obed Rosindana. Né à Gisovu, au sein d'une riche famille Hutu, il grandit à Kibuye. Son frère, un certain Joseph Bambara, prendra comme lui activement part au génocide à l'encontre des Tutsis. Notons à cet endroit que chaque membre d'une même famille a en plus de son prénom chrétien son propre nom rwandais. Les frères peuvent donc porter des noms rwandais différents. À 24 ans, Obed Rosindana part vivre à Kigali. Il vient alors régulièrement, en provenance de la capitale, livrer ses clients commerçants de l'ouest du pays, leur fournissant haricots, sorgho, savon et sel, après quoi il s'en retourne à Kigali tout en ayant pris soin au préalable de faire un crochet par la commune de Gisovu
afin de s'y approvisionner en thé. Il démarre peu à peu une activité d'importation ainsi que de transport de marchandises à l'étranger, employant pour cela 4 chauffeurs. Il devient bientôt un homme d'affaires prospère, marié et père de 2 enfants. Les 2 parents de sa femme sont Tutsis. Bientôt, ils parviennent, contre monnaie sonnante et trébuchante, à changer la mention Tutsi imprimée sur leur carte d'identité. Obed a 32 ans quand commence le génocide. Lui et sa famille quittent alors Kigali pour se rendre chez son père, le bourgmestre Eli Murakaza, habitant dans la commune de Roi-Matamou. Populaire, le père d'Obed est parvenu à obtenir qu'à l'endroit où s'installe la famille de son fils, celle-ci soit respectée. Obed va y poursuivre son activité de commerçant tout au long du génocide. Lui et son frère Joseph démontrent que c'est donc aussi en famille que l'on participe au génocide, ce que conforte par ailleurs la présence de Ntakaruti Mana père et fils sur le terrain du grand massacre. Aussi bien le fils Gérard que le père Elisaphan sont nés dans la préfecture de Kibouye. Quand démarre le génocide, Gérard a près de 40 ans et Elisaphan à peu près 70 ans. Gérard est alors médecin à l'hôpital du complexe de Mugonero, dans le secteur de Goma. Ce complexe comprend une école d'infirmières, un hôpital, des habitations et est dirigé par une église des Adventistes du 7e jour dont Elisaphan est l'un des pasteurs. Outre la région de Bicécéro, c'est également celle de Mugonero qui va, au cours du printemps 1994, servir de terrain de chasse à ce tandem père et fils. Mentionnons également Yandikao, qui a une trentaine d'années quand démarre le génocide. Il gère alors un restaurant dans le secteur Mubuga de la commune de Gishita. Quant à Youssouf Mouniakazi, il constitue un cas à part. Né dans la commune de Roi-Matamou, de la préfecture de Kibouye, il demeure dans celle de Chiangougou. Cette préfecture se situe au sud de celle de Kibouye, donc au sud-ouest du Rwanda. La ville de Chiangougou constitue au sein de cette préfecture un centre d'échange important avec la ville zaïroise de Bukavu. C'est précisément dans la ville de Bugarama que vit Mouniakazi. Il y exerce une activité prospère de commerçant et d'agriculteur. Mais pourquoi donc le mentionner s'il ne fait pas partie des génocidaires locaux de la préfecture de Kibouye? Pour la simple raison que le génocide de Bicécéro fera justement à différentes reprises appel aux miliciens génocidaires venus d'autres régions que celles de la préfecture de Kibouye, lorsque l'envergure des attaques nécessitera des renforts venant d'ailleurs. Ce sera précisément le cas des génocides anti-Tutsis perpétrés à Bicécéro les 13 et 14 mai, ainsi que les 28 et 29 juin. Dans ces 2 cas, Youssouf répondra présent à l'appel, ajoutant à l'effectif des génocidaires locaux les Interamwe qu'il dirige dans la petite ville de Bugarama, où sa maison fait office de quartier général. Youssouf, qui a 2 femmes, a 59 ans quand démarre le génocide. Il faut ajouter ici que dans les années qui ont précédé ce génocide, des militaires français ont assuré des formations destinées aux dirigeants des Interamwe. Des Interamwe et des Impuzamugambi, ces derniers étant constitués par la jeunesse de la Coalition pour la défense de la République, le parti CDR, parti ethniste et raciste anti-Tutsi. Parmi ces dirigeants se trouvait Youssouf Mouniakazi. Après la formation, ces derniers sont retournés dans leur commune d'origine avec des armes qui leur ont été distribuées afin qu'ils en forment d'autres à leur tour. Nous venons de parler de Youssouf Mouniakazi acheminant ses Interamwe afin qu'ils viennent soutenir les génocidaires à Bicécéro. Mais qui sont exactement ces miliciens Interamwe? Et quel rôle jouent-ils sur les collines rwandaises tout au long de ce génocide? Les Interamwe forment une milice composée de civils ayant été formés à tuer dans les mois qui ont précédé le génocide. Roméo Dallaire, qui fut le chef militaire de la mission des Nations Unies déployée au Rwanda, révéla qu'en janvier 1994, 3 mois avant l'attentat contre le président rwandais, un informateur de cette milice l'avait prévenu que des jeunes avaient été recrutés afin d'être 3 semaines durant entraînés à tuer. Il avait ajouté qu'à l'issue de leur formation, ils avaient, une fois rentrés chez eux, pour ordre d'y recenser les Tutsis. L'informateur lui avait enfin fait savoir que cette milice
avaient été pourvus en fusils mitrailleurs par l'armée rwandaise. Afin de les assurer de la véracité de ce qu'il avançait, il était allé jusqu'à conduire des casques bleus directement dans une cage d'armes. Il avait enfin proposé non seulement de révéler les endroits où se trouvaient les autres caches d'armes, mais aussi de donner les noms des dirigeants de la milice. En échange, il s'était contenté de demander un peu d'argent ainsi que des passeports afin que lui et sa famille puissent se réfugier dans un pays étranger. Le 11 janvier, Roméo Dallaire envoya donc un fax à ses chefs directs, parmi lesquels Kofi Annan, dans lequel il écrivit comment se préparait l'extermination anti-Tutsi en vue de laquelle tout l'armement nécessaire avait maintenant été rassemblé. Il y précisa que son informateur lui avait fait savoir que 1700 miliciens entraînés dans des camps à l'extérieur de la capitale rwandaise étaient prêts à envahir cette dernière par équipe de 40, ces unités étant en mesure de tuer 1000 personnes en 20 minutes. Dallaire avait ainsi prévu de lancer un raid contre ces caches d'armes, n'attendant plus à cette fin que l'accord du Conseil de sécurité. Or, un télégramme de Kofi Annan vint le lui interdire. Le secrétaire général de l'ONU était alors Boutros Boutros-Ghali. Dallaire apprendra par la suite que la France avait demandé à l'ONU son renvoi en tant que chef militaire de la mission onusienne. Il ne fit alors pour lui aucun doute que quelqu'un avait dû lire ces rapports dans lesquels il avait fait état de la présence de soldats français au sein de la garde présidentielle, précisant qu'il s'agissait là, je cite, d'une instance qui entretenait des liens étroits avec les milices de l'Interamwe. Des milices dont la France officielle a toujours rejeté les accusations selon lesquelles ce seraient ses propres militaires qui en auraient assuré la formation au moment où ils dispensaient celle de l'armée rwandaise. Et pourtant, les témoignages sont foisons. Qu'ils viennent d'anciens miliciens ou bien des militaires s'entraînant alors aux côtés de ces civils. Ils font état de ce que les militaires français ont bien formé des milices génocidaires aux techniques de combat avec ou sans armes, notamment au camp de Ruwengeri, de Gabiro, de Muhima, de Mukamira, de Nyakinama, de Bigogwe et de Cyangugu. Outre le fait que les Interamwe déferlèrent bien en avril sur Kigali afin d'y massacrer les Tutsis, ils ont également eu pour rôle d'encadrer la population Hutu lorsqu'il s'est agi de la faire participer activement au génocide. Et voici donc comment ces Interamwe prennent place dans le dispositif global de ce génocide en étant aussi bien aux côtés des représentants locaux de l'autorité rwandaise et de son armée que de la population Hutu. Il convient toutefois de noter que dans la commune de Gitezi de la préfecture de Kibuye, l'aile Power ne s'est développée au sein du parti auquel appartiennent les Interamwe, ne s'est pas développée au sein du parti auquel appartiennent les Interamwe, le MRND. Power est la formule réduite du slogan Hutu Power, destiné à promouvoir le concept ethnique de pouvoir au Hutu. Le Hutu Power avait été créé dans la continuité du discours prononcé fin février 1993 par le ministre français de la Coopération Marcel Desbarges, discours au cours duquel il était parvenu à convaincre la population de la nécessité de présenter un front uni face au FPR, donc ce mouvement rebelle composé des Rwandais exilés souhaitant revenir au Rwanda. Et donc de présenter un front uni face au FPR, et ce dans les prochains jours. Ceci explique pourquoi le préfet Ekayishema va, pour soutenir le génocide dans la commune de Gitezi, faire appel à des Interamwe venant de l'extérieur de cette commune, voire de l'extérieur de la préfecture. On retrouve là, en somme, la stratégie mentionnée par Dallaire à sa hiérarchie selon laquelle les Interamwe formés à tuer ailleurs qu'à Kigali n'attendaient plus qu'un signal pour déferler sur la capitale rwandaise. On conçoit aisément que si ces Interamwe étaient en mesure d'atteindre la capitale, d'autres étaient tout aussi aptes à envahir la commune de Gitezi. En dehors de ces milices importées d'autres régions, de paysans venus d'autres communes, de gendarmes et autres fonctionnaires, les habitants de la commune de Gitezi qui participent chez eux
à l'extermination des Tutsis sont pour beaucoup des jeunes qui, issus des classes populaires Hutus, sont partisans de l'aile power du parti MDR. Si leur participation concerne notamment les grands massacres perpétrés dans la ville de Kibuye, ils n'y font toutefois qu'épauler localement l'entreprise d'extermination initiée par le préfet. L'autre grand acteur du génocide que nous devons désormais présenter est la population elle-même, encadrée aussi bien par les Interamwe que par les membres du MDR Power. Ces derniers supervisent la population de la commune de Gitezi en commençant par obtenir de certains Hutus qu'ils se désolidarisent de leurs voisins Tutsis, après quoi ils les assistent dans leur déploiement sur le terrain des grands massacres. Une partie importante de la population de la commune de Gitezi participe ainsi peu à peu, aux côtés du MDR Power, ainsi que des gendarmes et des Interamwe, aux tueries ayant lieu sur les grands sites. Ensemble, ils parviennent à réaliser des sommets dans l'horreur. Quand la population qu'ils sont parvenus à mobiliser n'est pas occupée à tenter de débusquer les Tutsis des forêts ou de la brousse, elle sert à former un véritable rempart humain autour des différents endroits prévus pour les exterminer. La question se pose de savoir comment la population a pu, au moins en partie, être mobilisée de la sorte dans les tueries. Et cette question est d'importance. Le négationnisme de ce génocide joue en effet sur le fait que les massacres anti-Tutsis n'auraient en aucune manière fait partie d'un plan génocidaire, mais auraient résulté d'une colère populaire. Cette dernière ayant spontanément éclaté après que la population eut pris connaissance des accusations publiques portées contre les Tutsis pour leur prétendue implication dans l'assassinat de son président. Quant au fil du temps, il ne sera toutefois plus tenable de contourner le terme génocide. Le négationnisme l'intégrera dans son discours, tout en faisant valoir que si génocide il y eut, ce dernier ne fut pas planifié, mais fut la conséquence d'une transformation interne progressive de cette colère populaire, métamorphose qui en aucun cas toutefois n'aurait bénéficié d'incitation externe. Qu'en est-il dans la réalité ? La réalité est loin d'être exempte d'incitations externes. Il faut souvent en effet, dans un premier temps, que les génocidaires obtiennent de nombreux Hutus qu'ils se désolidarisent des Tutsis, afin qu'ils cessent de les aider à se défendre contre les attaques dont seuls ceux-ci sont la cible. On ne manquera pas de remarquer que les autorités doivent agir directement sur le terrain, en dépit du fait que la radio génocidaire RTLM, la radio-télévision libre des Mille Collines, s'en charge aussi, en martelant qu'il faut venger la mort du président, en traquant et tuant l'ennemi Tutsi. À croire donc que la radio ne fait pas tout, et que si la séparation entre les Tutsis et les Hutus a bien commencé, le jour de la nouvelle de l'attentat, les autorités génocidaires ne doivent pas pour autant relâcher la pression sur le terrain, mais continuer à persuader la population de prendre part au génocide. Aux fins d'obtenir des Hutus qu'ils se désolidarisent des Tutsis, les génocidaires réveillent chez eux un large éventail de sentiments humains, parmi lesquels la paranoïa et la lâcheté, en leur faisant croire que les Tutsis ont prévu de les tuer, quand ils ne menacent pas de le faire eux-mêmes directement. Menace que la présence de nombreux criminels réputés en leur rang rend pour le moins crédible. Ils suscitent aussi l'intérêt personnel chez leurs interlocuteurs en leur faisant notamment convoiter les richesses des Tutsis qu'ils ne manquent pas de commencer à piller devant leurs yeux. La situation d'ensemble fait le reste. Le Radio National appelant à tuer les Tutsis, les représentants locaux de l'État ainsi que l'armée participant au massacre, les Hutus sont bien vite confortés dans le caractère officiel des tueries et dans le fait que rien ne pourra dès lors leur être reproché s'ils se décident également à tuer. Les premiers tueurs ayant fait la démonstration aussi bien de leur détermination que de leur organisation, ils semblent bien dire vrai aux yeux de ces Hutus encore solidaires des Tutsis lorsqu'ils leur font savoir que leur combat aux côtés de leurs voisins Tutsis ne les mènera à rien. Ne sachant dès lors quoi faire face aux messages lancés à leur attention par les génocidaires, les Hutus se réunissent, finissant souvent de façon collégiale par décider d'abandonner leurs anciens alliés Tutsis
ce qu'ils font parfois par communautés entières, épousant en cela ce qui leur apparaît être un mouvement général. Leur changement d'attitude est alors radical. Certains Hutus étant, une fois effectué le premier meurtre, bientôt transportés par une frénésie génocidaire proche de la folie. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants Tutsis décident très vite de se réfugier dans des églises, notamment après avoir suivi les conseils de leurs aînés qui y ont pour leur part déjà trouvé à se protéger, notamment à l'occasion des massacres de l'année 59. Les autorités locales accompagnent ce mouvement, en faisant croire aux Tutsis qu'elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour reprendre le contrôle d'une situation qui leur aurait momentanément échappé, leur conseillant de trouver refuge dans ces endroits où elles seront à même d'assurer leur protection le temps de reprendre la main sur la rue et de désarmer ces factions prétendument incontrôlées. L'État rwandais souffle ainsi le chaud et le froid, organisant aussi bien les premières tueries que la désinformation, susceptible d'entraîner la cible du génocide vers les différents lieux de son extermination. Aussi, la violence initiale a-t-elle une double fonction. Elle a d'abord pour objectif d'assassiner les premiers individus figurant sur des listes préétablies. La cible n'est alors à cet instant pas encore constituée uniquement de Tutsis, mais aussi de Hutus. Il s'agit en effet d'éliminer toutes ces personnes qui, notamment du fait de leur influence, seraient capables de contre-mobiliser la population, d'apaiser la situation, de contrecarrer en somme le plan génocidaire. En second lieu, elle engendre une atmosphère de panique, se traduisant par un premier mouvement de population bientôt favorisé par les ordres donnés par les autorités locales aux Tutsis de quitter leurs habitations. Ce mouvement de population se renforce à mesure que les tueries ciblent non plus seulement les Rwandais figurant sur des listes préétablies, mais l'ensemble des Tutsis, dans le cadre du génocide qui les cible. Il s'agit dès lors pour les autorités génocidaires locales de canaliser ce mouvement de foule vers les différents sites de regroupement prévus pour en exterminer plus facilement les membres. C'est dans cette optique que le préfet de Kibuye, Clément Kayishema, prévoit de rassembler les Tutsis de sa préfecture au sein des différents sites de la ville de Kibuye. Ainsi, tandis qu'il y fait converger en provenance de préfectures voisines des tueurs aguerris et qu'il sait qu'il peut par ailleurs compter à cet endroit sur l'appui local des partisans du MDR, il enjoint les Tutsis de sa préfecture d'en prendre également la direction. Alors que ces derniers atteignent par milliers la ville de Kibuye, c'est également par milliers que les tueurs y pénètrent, répondant ainsi à la demande de renfort exprimée un peu plus tôt par le préfet de Kibuye. Si l'on disposait d'images filmées satellites suffisamment précises de la région de Kibuye en ce printemps génocidaire et que l'on entreprenne de les projeter en accéléré, on y verrait sans doute se dessiner un ensemble de mouvements pour le moins édifiants. On y observerait des foules se rendant peu à peu vers des endroits qui ne manqueraient alors pas de nous apparaître avec évidence comme les points nodaux d'un génocide parfaitement structuré. Dans un premier temps, tandis qu'on y constaterait les uns prendre la direction des collines de Bisesero, on y verrait les autres se rendre vers des stades ou des églises. On y remarquerait des bandes cerner ces lieux de regroupement, y acheminer des armes, y lancer un assaut. Tandis que des foules continueraient à remplir d'autres églises ainsi que d'autres stades, que ces mêmes bandes ou d'autres viendraient alors à nouveau cerner, de nouveau y acheminant des armes, de nouveau y lançant un assaut. Une telle projection nous ferait apparaître ce grand massacre comme bien éloigné de ce que peut donner à comprendre un récit lorsqu'il s'en tient à ne présenter que des scènes incluant un Hutu tuant son voisin Tutsi, quand bien même ces scènes ont bien existé. On verrait parallèlement la poche de résistance qu'est Bisesero grossir au fur et à mesure que les Tutsis, ayant échappé au massacre, en prendraient la direction. Vers la fin du mois d'avril, la majorité des Tutsis habitant la préfecture de Kibuye, qui n'ont pas fui immédiatement en direction de Bisesero,
ont fini par être massacrés, soit chez eux, soit au sein de ces églises et autres centres de regroupement, hôpitaux, stades, dans lesquels ils avaient pourtant cru un temps pouvoir trouver refuge. Un certain nombre d'entre eux ont toutefois entrepris dès le début du génocide de rejoindre les collines de la région de Bicécéro. Fort de la connaissance des exploits passés de ses habitants, les Abacécéros, eux-mêmes principalement Tutsis, et éleveurs pour la plupart. Ces vaillants combattants étaient en 1959, 1962 et 1973 parvenus à se défendre contre leurs assaillants. Ils sont alors pour beaucoup encore persuadés que l'histoire ne peut que se répéter et que par voie de conséquence, ils ne peuvent que tenir bon. Une seconde vague de Tutsis se déplace vers Bicécéro après avoir échappé au grand massacre perpétré dans les centres de regroupement. Au total, on dénombre désormais pas moins de 50 000 Tutsis sur les collines de Bicécéro. Il y a alors à Bicécéro à peu près autant d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il en restait dans le ghetto de Varsovie en janvier 1943, alors que les déportations de Juifs vers les camps de la mort touchaient à leur fin et que s'amorça son insurrection. Ainsi rassemblés à Bicécéro, les Tutsis espèrent parvenir à générer une force susceptible d'opposer une efficace résistance à leurs génocidaires que, faute d'avoir pu fuir ailleurs, ils vont désormais devoir affronter à Bicécéro. La lutte sera sans merci. C'est en effet désormais là que les massacres, qui ont pris fin ailleurs, vont à partir de la dernière semaine d'avril concentrer toute l'attention des génocidaires. Si les collines de Bicécéro ne sont pas enfermées artificiellement par des murs, comme l'est un stade, une église ou un ghetto, la nature sait offrir de quoi transformer ce lieu en piège par le biais de ces cirques de collines, au sommet et en contrebas desquels on peut répartir la population Hutu afin qu'elle forme un mur humain empêchant les Tutsis de s'échapper. À Bicécéro ce 13 mai, outre la barrière humaine, des armes lourdes sont positionnées au sommet des collines. Des armes prêtes à cracher à distance leurs projectiles sur des Tutsis désormais piégés. En cela, les génocidaires ne vont faire que mettre en œuvre une tactique mise au point dès lors qu'ils eurent compris que les Tutsis parvenaient à les tuer en se mélangeant à eux. Et avant l'ouverture du feu, toujours l'information mensongère, destinée à les guider vers le lieu de leur extermination, que ce soit vers un stade, une église, une colline, le mensonge comme première salve indolore, le mensonge comme ouverture inaudible du feu. Car, ne nous y trompons pas, quand le mensonge est là, c'est que le massacre lui-même a commencé. Si ce n'est que la victime, elle, ne le sait pas encore. Il est encore temps pour vous, auditeurs, de cesser de m'écouter. Il y a en effet des choses difficiles à entendre, difficiles à accepter. Je vous aurais prévenu. Plus de 50 témoignages, venant aussi bien de rescapés que de tueurs, font état de ce que des soldats blancs ont le 13 mai 1994 activement participé, et ce de façon déterminante, au massacre des 40 000 civils Tutsis de Bicécéro. Les anciens tueurs nous font savoir de leur côté que ces soldats blancs leur ont été présentés comme étant de nationalité française. Tous ces témoignages parsèment le présent récit. Voilà donc l'acteur qui nous restait à introduire. Il fut sur le terrain du génocide de Bicécéro aux côtés des miliciens, de leur chef, ainsi que de la population. Un acteur difficile à cerner, car il ne se montre que rarement, contrairement à son allié génocidaire rwandais, sauf quand il lui faut l'épauler sur le terrain du génocide. Ce fut le cas ce 13 mai. Les milices génocidaires que les soldats français avaient formées quelques années plus tôt, refusant de continuer à affronter seuls les Abacécéros, trop forts pour eux. 40 000 morts, et un mois et demi plus tard,
Il fallait réinsuffler aux rescapés Tutsis de ce massacre une confiance capable de peser plus lourd dans la balance que le fait qu'ils aient vu des Blancs participer activement à ce grand massacre. Ainsi allait-on tenter de faire en sorte qu'il se fît à d'autres soldats blancs. Officiels, ceux-là, ceux de Turquoise. Or, comment les Tutsis peuvent-ils savoir si les soldats français qui viennent à leur rencontre le 27 juin 1994 à Bicécero sont ou non de connivence avec les soldats blancs qu'ils ont vus participer au massacre des leurs le 13 mai. Faute de le savoir, ils se découvrent aux yeux des génocidaires rwandais afin de rejoindre les soldats de Turquoise, misant sur le fait que ces blancs vont rester avec eux, appeler du renfort, en somme, les sauver. Mais les soldats français les abandonnent, prétextant n'être pas préparés, leur promettant de revenir 3 jours plus tard, les sauver. Et voilà les rescapés du massacre du 13 mai qui à nouveau arpentent en courant les collines de Bicécero afin d'échapper à la mort. Les 2 jours qui suivent l'abandon des Français faisant l'objet des massacres les plus terribles depuis ceux de la mi-mai. Une polémique fait rage depuis des années. Les soldats de Turquoise ont-ils volontairement laissé les génocidaires rwandais finir le entre guillemets, travail pendant ces 3 jours. Nous verrons dans ce récit que la question aura somme toute été bien faible par rapport à la réalité. La moitié des derniers survivants de Bicécero sont finalement exterminés pendant ces 2 jours. La moitié, cela veut dire qu'il en reste plusieurs centaines. L'histoire va donc pouvoir s'écrire. La direction de l'histoire, c'est précisément celle que je vous invite, auditeurs, à emprunter à l'occasion de ce voyage dans le passé, afin qu'ensemble, nous parcourions les 100 jours du génocide à Bicécero, en compagnie de dizaines, de centaines de témoins. Paysans hutus, rescapés Tutsis, policiers, miliciens. Je vous promets l'écœurement, la nausée et la colère. La plongée sera en apnée. Luttez contre votre refus de voir la nature humaine dans ce qu'elle a de plus abject et de plus cynique, car c'est aussi cela, la nature humaine. Et une fois parvenus à vaincre le dégoût que vous inspireront ces massacres, luttez contre la lassitude que leur litanie peut également finir par inspirer chez l'être le plus sensible. Acceptez enfin de voir la vérité, toute la vérité, cette vérité une et indivisible. Au moment où je vous ai fait savoir qu'étaient présents des soldats blancs français au cours du massacre du 13 mai, je vous ai entendu me demander pourquoi. Ce n'est pas là l'objet de mon enquête. Je ne sais pas le pourquoi, mais je sais le comment. Et je vais vous le raconter. La vérité traverse l'épreuve du feu sans se consumer. Ukuri guca mu ziko ntigushya. Ukuri guca mu ziko ntigushya. Ukuri guca mu ziko ntigushya. La vérité traverse l'épreuve du feu sans se consumer. Ukuri guca mu ziko ntigushye.